Deuxième chapitre du programme d'histoire de première, l'Europe entre Restauration et Révolution, 1815-1848. Ce chapitre s'inscrit directement dans la continuité du premier sur la Révolution française et l'Empire. Continuité thématique, car les révolutions et la nation restent le cœur du sujet. Continuité chronologique, car ce chapitre redémarre précisément là où le précédent s'est arrêté. En effet, la chute de l'Empire napoléonien en 1815 entraîne une refonte de l'Europe, entre diffusion des idéaux de la Révolution française parmi les peuples et maintien de l'ordre et de l'autorité pour leurs gouvernants. La France elle-même oscille entre retour à l'ancien régime et héritage révolutionnaire. Notre problématique sera d'essayer de comprendre comment l'Europe et la France se reconstruisent-elles et essayent-elles de maintenir un équilibre entre l'ordre des princes et les désirs des nations. Première partie, l'Europe du Congrès de Vienne, une Europe des princes contre les nations. Tenu à Vienne, en Autriche, de novembre 1814 à juin 1815, le Congrès de Vienne accueille des représentants de tous les États européens. Mais les réunions sont surtout menées par les 4 grandes puissances vainqueurs de Napoléon, la Grande Alliance, Russie, Prusse, Angleterre et Autriche. C'est un ministre autrichien, Metternich, qui mène les débats. Ces puissances cherchent à détruire l'empire napoléonien et enterrer l'héritage révolutionnaire. Elles s'accordent sur le principe de légitimité dynastique, c'est-à-dire que le pouvoir appartient aux familles régnantes, soit l'exact opposé de la souveraineté nationale. Partout en Europe, les régimes autoritaires monarchiques, renversés par la Révolution ou par Napoléon, sont remis en place. C'est la Restauration. Parallèlement, les 4 grandes puissances agrandissent leur territoire, tout en se surveillant. L'Autriche, en prenant le contrôle de la péninsule italienne et d'une partie des États allemands, ou la Russie et la Prusse, qui se séparent la Pologne, montrent leur manque de considération pour les nations d'Europe, dont certaines passent d'une domination à une autre ou perdent leur indépendance sans qu'elles ne soient consultées. Le Congrès de Vienne marque quelques progrès dans la diplomatie européenne. L'entente des 4 puissances a pour but de garantir la paix en Europe entre les États. Le Congrès de Vienne vote également l'abolition de la traite négrière et encourage la liberté religieuse. Mais en mars 1848, une vague de révolution nationale renverse les bases posées par le Congrès de Vienne. C'est le printemps des peuples. Les Italiens, les Allemands, de nombreuses nations de l'Empire d'Autriche se soulèvent, forçant l'empereur autrichien à abdiquer et Metternich, l'instigateur du Congrès de Vienne, à quitter le pouvoir. Mais les premiers succès des révoltés, création d'assemblées nationales, de constitutions, mise en place du suffrage universel, ne résistent pas à la répression autrichienne, aidée par la Russie, et à des désaccords entre les révoltés eux-mêmes. Le printemps des peuples, s'il échoue, a montré que le Congrès de Vienne et son Europe des princes étaient dépassés et qu'une Europe des nations était possible. Deuxième partie, l'Europe des nationalités, espoir d'émancipation et réalité de la répression. En construisant l'Europe sur la légitimité dynastique, donc la volonté des princes, le Congrès de Vienne a refusé d'entendre les nations. Celles qu'on appelle alors les nationalités, c'est-à-dire une nation privée de son État, sont confrontées à 3 cas de figure. Soit la nation est éclatée en plusieurs États qu'il faudrait réunir. C'est le cas du Risorgimento italien ou des Allemands. Soit la nation est inclue dans un empire dont il va falloir se séparer. C'est le cas de l'Empire d'Autriche ou de l'Empire ottoman qui regroupe plusieurs dizaines de nationalités. Soit certaines nations cumulent les 2 situations, comme les Polonais, qui doivent se séparer de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse s'ils veulent obtenir un pays à eux. Dans toute l'Europe, des mouvements libéraux, en faveur des libertés, et des mouvements nationaux, pour qu'une nation obtienne son État indépendant, se constituent. Mais ces mouvements révolutionnaires œuvrent dans la clandestinité, comme les Carbonari en Italie, ou sont exilés dans d'autres pays, comme Giuseppe Mazzini et son mouvement Jeune Italie, lancé depuis Marseille, ce qui limite fortement leur impact. En fait, de 1815 à 1848, seules 2 nations en révolte accèdent à l'indépendance, toutes les 2 en 1830. Il s'agit de la Grèce, qui, après une sévère répression de la part des Ottomans, reçoit le soutien décisif d'une partie de l'Europe
dont les grandes puissances européennes désireuses d'affaiblir l'Empire turc, et de la Belgique, qui se libère de la tutelle du royaume des Pays-Bas et se place sous la protection de la France et l'Angleterre. Les autres révoltes, notamment celles des années 1830-1832, sont toutes écrasées. D'autres voies d'unité sont alors envisagées, comme l'union économique du Zollverein, un accord de libre-échange entre les États allemands, mais leur succès est relatif. L'échec douloureux de ces révoltes, puis du printemps des peuples, enterre les espoirs d'indépendance des nations pour quelques décennies supplémentaires. Troisième partie, la France, entre monarchie constitutionnelle et révolution. Après la défaite de Napoléon, le Congrès de Vienne impose à la France le retour à la monarchie, avec à sa tête un frère de Louis XVI, Louis XVIII. C'est le retour d'une monarchie autoritaire, la Restauration. Mais Louis XVIII a conscience qu'un retour strict à l'ancien régime est impossible. S'il est le seul à proposer des lois et à pouvoir les suspendre, il accorde un texte constitutionnel, la Charte, respectueuse des libertés, et instaure un suffrage censitaire, certes très limité. Cela rappelle de loin la monarchie constitutionnelle de 1791. Mais à sa mort en 1824, son jeune frère, Charles X, opte pour une politique très autoritaire et finit par supprimer la charte. En opposition avec les députés, Charles X choisit de dissoudre la Chambre le 16 mai 1830, puis une deuxième fois le 25 juillet. Dans la foulée, il supprime la liberté de la presse et réduit le droit de vote. Le 26 juillet, des journaux paraissent malgré l'interdiction, appelant les Français à défendre leur liberté héritée de la Révolution française. Cela déclenche la Révolution des Trois Glorieuses, 3 jours, du 27 au 29 juillet 1830. Charles X est contraint de s'enfuir après des combats faisant environ 1000 morts dans la capitale. Le 31 juillet, les députés demandent à Louis-Philippe d'Orléans, lointain cousin de Charles X, de prendre la couronne. Celui-ci accepte avec le soutien du peuple. Une nouvelle période politique s'ouvre pour la France, c'est la monarchie de Juillet, en référence à la Révolution de juillet 1830. Louis-Philippe, roi des Français, et non roi de France, réinstaure une charte, accepte le drapeau tricolore et augmente le pouvoir du Parlement. La France est une vraie monarchie constitutionnelle, avec un partage équitable des pouvoirs entre le roi et l'Assemblée. Mais Louis-Philippe maintient un suffrage censitaire limité et se désintéresse des problématiques sociales, apparaissant comme insensible aux souffrances du peuple, touché par une grave crise économique et par la misère. Les critiques sont nombreuses, venant de tous bords politiques, et surtout d'un camp républicain de plus en plus pressant, qui réclame une vraie démocratie, sans roi. Ce court chapitre, centré sur la première moitié du XIXe siècle, montre combien les nations ont du mal à s'affirmer dans l'Europe des princes, dessinée par le Congrès de Vienne. Alors que faut-il retenir de cette Europe entre restauration et révolution ? D'abord, que l'Europe est soumise à la volonté des princes. Le Congrès de Vienne en 1815, qui cherchait à détruire l'empire napoléonien, réaffirme la prépondérance de la légitimité dynastique sur la souveraineté nationale. Ce sont les rois et les empereurs qui sont les maîtres de leurs États. Un partage de l'Europe s'opère, largement à l'avantage de l'Autriche, la Russie et la Prusse, sans considération aucune pour les peuples vivant sur les territoires annexés ou échangés. Mais le Congrès de Vienne a pour lui de garantir la tolérance religieuse, la fin de la traite négrière, mais aussi une paix durable entre les États européens. Ensuite, il faut retenir que les nations, ces communautés conscientes de leurs points communs et souhaitant vivre unies au sein d'un État choisi par elles, tentent de renverser cette Europe des princes. Parfois éclatée en plusieurs États qu'il faut regrouper, les Italiens, parfois dominés par un empire dont il faudrait se séparer, les Hongrois, les Tchèques, parfois dans les deux cas à la fois, les Polonais, ces nations tentent de se structurer pour obtenir leur indépendance. Mais toutes les révolutions se soldent par des échecs, sauf pour la Grèce et la Belgique. Le printemps des peuples, s'il s'achève dans un bain de sang pour les révolutionnaires, a tout de même montré les limites de l'Europe du Congrès de Vienne et laisse espérer de futurs succès pour les nations. Enfin, la France vit aussi des tensions entre la nation et les princes. Si Louis XVIII, dans le contexte de la Restauration, laisse un semblant de pouvoir à la nation, son successeur Charles X se montre bien plus autoritaire.
En supprimant le droit de vote et la liberté de la presse, il déclenche une courte mais violente révolution en juillet 1830. Son départ entraîne la chute de la Restauration au profit de la monarchie de Juillet. Le nouveau roi, Louis-Philippe, aide à mettre en place une vraie monarchie parlementaire. Mais une crise économique et le désintérêt de Louis-Philippe fragilisent le régime politique et donnent des arguments à ceux qui estiment que la nation française peut décider seule, sans le concours d'un prince. Dernière chose, n'oubliez pas que l'histoire demande l'emploi d'un vocabulaire précis qu'il faut maîtriser et savoir réutiliser à bon escient. Légitimité dynastique, printemps des peuples, congrès de Vienne, risorgimento italien, monarchie constitutionnelle ou parlementaire, restauration, l'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.